Bonjour Cédric, Salut. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Cédric, tu es agriculteur et tu es particulièrement connu pour ton engagement en faveur des exilés sans papier, notamment dans la vallée de la Roya, où tu habites, près de la frontière franco-italienne. Tu viens de sortir un livre aux éditions Les Liens qui libèrent, Change ton monde, dans lequel tu reviens sur les 4 dernières années de ta vie que tu as passées à lutter contre notamment le délit de solidarité. C'est le prix Nobel de littérature Le Clésio qui a rédigé la préface, et il y dit que tu es en guerre contre l'indifférence, contre les mensonges de la classe politique, contre la brutalité d'une partie, bon, là je le cite, des forces de l'ordre. Toi aussi, c'est le mot que tu utilises, tu te considères comme étant en guerre? En guerre, ouais, c'est une bataille, quoi. C'est une bataille juridique, c'est une bataille de l'image, c'est une bataille de la parole aussi, c'est une bataille des castes sociales, Mais contre qui? c'est eux contre nous en fait. C'est pas moi contre eux, c'est eux contre nous. Et tu vois, la migration pour moi, elle représente la précarité, elle représente les conséquences du néolibéralisme. Voilà, et c'est de voir le gouvernement et de voir les politiques s'acharner de cette façon sur la migration. Mais la migration, en fait, c'est quoi? C'est le miroir de la pauvreté. C'est l'emblème de la pauvreté. Et quand j'ai commencé, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, ces migrants, là, ce qu'on appelle les migrants, c'est vraiment le reflet de notre société, enfin de la gestion politique de notre société, quoi. Alors, un des personnages importants de ton bouquin, c'est l'État. On dirait souvent que tu te bats, voire que tu te débats contre lui. Tu le vis comme un problème, en fait, de considérer ton État, au-delà de la question, pas les politiques, mais l'État, comme pratiquement un adversaire, voire un ennemi, en fait, alors que toi, tu fais que remplir, finalement, des missions, entre guillemets, que... bon, voilà, c'est la base du respect des droits humains les plus élémentaires, et on devrait tous, en fait, remplir les mêmes missions que toi. Et comment ça se fait, en fait, que tu te retrouves face à l'État? Parce que l'État, en fait, il est représenté par le préfet. Le préfet, c'est un employé. Moi, on vote pas pour des préfets, c'est des gens qu'on met en place. Et le préfet il ressemble un peu au procureur de la République. Tu vois, pour moi, un procureur de la République, c'est un peu comme un préfet de la justice. Et là, le préfet, c'est le préfet de l'administration, le vrai préfet. Et du coup, il y a des directives qui sont ministérielles, qui sont données par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur dit quoi au préfet des Alpes-Maritimes? Il dit mon cher ami, tu vas lutter contre, par exemple, la migration. Et du coup, tu vas, et le préfet, lui, son rôle, c'est de dire, ok, voilà, j'ai une ordonnance ministérielle qui me dit, mais moi, ce que je dois faire en tant que préfet, c'est de prendre en fait cet ordre politique, quoi, et qui le rendre légal, et d'utiliser, voir un peu les outils que j'ai juridiques, de dire, bon, ok, lutter contre la migration, d'accord, donc on va faire des CRA, on va faire des machins, essayer de voir. Mais sauf que là, l'État n'a pas fait son rôle, en fait. Et l'État, en fait, il a appliqué des directives ministérielles sans se soucier de la légalité. Et c'est là où il y a un problème. C'est pas parce que je me mets contre l'État que je suis contre des directives étatiques ou contre des actions de l'État que je suis anti-étatique. C'est que l'État a agi dans l'illégalité. Et c'est que le préfet, rien à foutre de la justice, il s'est fait condamner plus de 400 fois. Toutes ces procédures de retour à la frontière entre la France et l'Italie sont illégales, sont irrégulières. Mais tu sais que les flics avec qui je parle, avec qui je suis en lien quasiment tous les jours, me le disent, putain, nous on ne comprend pas, quoi. Et au début, quand on leur disait en 2016, ouais, ce que vous faites c'est illégal, etc., ils étaient là, ouais, c'est ça, les hippies, là, les gauchos. Et les années passent, ils se font condamner au tribunal administratif, au Conseil d'État, et ils sont là, ils sont un peu mal à l'aise parce que leurs directives, elles sont illégales. Donc qu'est-ce que c'est en fait dans une société démocratique qu'un préfet qui agisse sous des directives politiques et qui bafoue la loi? Et là, il y a quand même il y a un problème de démocratie, quoi. Et tu vois pas, depuis, en gros, les 4 années que tu milites, genre vraiment de façon très intense, t'as pas vu un changement, en fait? Parce que les lois, elles changent un peu, quand même, hein. Il y a eu la loi Asile et Migration, enfin, je veux dire, il y a des mouvements législatifs qui pourraient faire que, voilà, l'environnement légal est en train de devenir de plus en plus compliqué, précisément pour des gens dont les missions, ou des associations dont les missions sont l'accueil.
Est-ce que ça tu le vois, ou toi, tu as au contraire l'impression qu'à chaque fois, il se fait condamner, le préfet La loi immigration, ça a été du slogan, quoi. Là, et la France est un pays de slogans où on sort des formules comme ça, genre comme si on faisait de la pub. Et après, sur le terrain, le légal n'existe plus. En fait, tu vois, on est passé de la gestion politique à la gestion idéologique. Et moi, je vois pendant mes procès, hein, tu vois, les procureurs, pour eux, même pas, ils vont lire le dossier. Pour eux, l'immigration est irrégulière et illégale. Pour eux, l'immigration, c'est illégal. Voilà. C'est Convention de Genève, fuck. Schengen, fuck. Et tu vois, même on le voit, on parle des frontières en ce moment. On a oublié que depuis 1985, il y avait la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Et on l'a oublié. On parle de rétablir les frontières. Et enfin, c'est quand même grave, quoi. Et sans se poser les vraies, les bonnes questions de matière pragmatique. Enfin, on est passé de l'idéologie, de la gestion politique, pardon, à une idéologie. Et c'est la lutte contre l'immigration à tout prix. Donc, du coup, on passe de la lutte contre l'immigration irrégulière à la lutte contre l'immigration tout court, et de la lutte contre l'immigration tout court à la lutte contre les migrants eux-mêmes. Et là, on lutte contre les migrants. Et c'est fou parce que les conséquences, elles sont négatives. C'est que toutes les personnes qui sont en Italie et qui désirent rejoindre la France ou l'Allemagne ou la Belgique, qui veulent passer par la France en tout cas, passent de toute manière. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde passe. Mais sauf qu'on est en train d'abîmer des gens qu'on devra réparer par la suite. Le titre de ton livre, c'est « Change ton monde ». Alors, on a du mal à comprendre, alors même si tu l'expliques un peu dans un des derniers chapitres, si c'est très très ambitieux, comme slogan, entre guillemets, comme titre, hein, ou si ça ne l'est pas du tout. Ou si tu dis juste, genre, je vais rester dans mon petit monde, genre, dans mon chez-moi, etc. Du coup, est-ce que le titre de ton bouquin, est-ce que ton livre, finalement, c'est une injonction à ce que tout le monde fasse comme toi, ou est-ce que tu penses que, commencer par soi-même, en gros, c'est ça qui va permettre les changements que, à mon avis, tu appelles de tes voeux pour l'ensemble de la société? En fait, c'est ma mère qui m'avait dit quand j'étais 12-13 ans, et j'étais très en colère par l'injustice de notre société, le monde en fait dans lequel je vivais, qu'on vit tous, m'insupportait, et j'étais en colère contre ce monde-là. Et ma mère m'avait dit, avant de vouloir changer le monde, change ton monde. C'est de dire, regarde un peu ce que tu fais toi dans ta vie, regarde comment tu agis avant de critiquer les autres. Et c'est un peu ça en fait. C'est un peu de redescendre d'un étage et un peu regarder ce qu'on fait tous les jours et si c'est cohérent à ce qu'on dit, ce qu'on reproche aux autres. Alors, tu as quand même permis des choses très importantes, on n'en a pas encore parlé, mais tu as permis notamment la consécration du principe de fraternité par le Conseil constitutionnel, et c'est pas rien. Tu ressens de la fierté ou de la satisfaction de certaines de tes victoires, ou c'est des sentiments qui te sont totalement étrangers? C'est pas du tout ça le moteur de ton action? Fierté, non, mais je suis plutôt content de ce qu'on fait, quoi. C'est de gagner, c'est toujours plaisir. Mais tu dis on, mais genre c'est on ou c'est je? Oh, c'est on. Non, c'est on. Je suis un porte-parole de quelque chose, en fait. Je représente un mouvement de ceux qui veulent bien que je représente. Hein. Et en tout cas, tout ce qui est fait chez moi, c'est fait par un groupe de personnes avec qui on travaille plutôt bien d'ailleurs. Et je représente ces gens-là. Ouais. Pour revenir sur cette consécration par le Conseil constitutionnel du principe de fraternité, est-ce que ça a changé quelque chose ou rien du tout? Parce que tu as dit tout à l'heure que genre, la légalité, que sur le terrain, tout ce qui est loi, constitution, ça n'existe plus. Alors du coup, on a fait une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. On a demandé au Conseil constitutionnel, on a demandé si ce qu'on appelle le délit de solidarité, ça mettait pas à défaut notre devise, donc liberté, égalité, fraternité, sur la question de la fraternité. Et la liberté et l'égalité est à valeur constitutionnelle, ça veut dire que quand on propose une loi ou qu'on vote une loi, elle doit respecter la liberté de chacun et l'égalité. Voilà. Mais la fraternité n'était pas à valeur constitutionnelle. Donc du coup, le Conseil constitutionnel dit, tiens, bon ouais, d'accord, c'est vrai. Donc du coup, a mis la fraternité dans c'était déjà la Constitution de par notre devise, bien sûr, mais à valeur constitutionnelle. Donc ils ont demandé aux législateurs de changer la loi pour qu'elle intègre cette notion de fraternité. Ils ont changé la loi, mais après, dans l'application de la loi, c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est qu'il y a une volonté absolument
de poursuivre les solidaires, etc. Après, il faut comprendre, souvent on dit oui, la justice, et les associations disent oui, c'est un scandale, on est en procès, mais moi j'adore aller en procès, il faut aller en procès, parce que c'est l'endroit, c'est un tribunal, c'est un endroit où on va s'expliquer face à la justice, et je crois quand même à l'indépendance de la justice, en fait, peut-être pas tous, mais en tout cas, majoritairement des juges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parquet, donc, qui est représenté par le préfet, lui, c'est un peu comme le parquet qui est représenté par le procureur, c'est un peu comme un préfet. C'est quelqu'un qui est placé par le garde des Sceaux et qui a des comptes à rendre aux politiques. Donc lui, en fait, au nom du ministère public, il va attaquer. Donc moi, il m'attaque. Et lui, par contre, tout ce qui est la consécration de la fraternité mise dans la Constitution et le changement de loi, lui s'en fout, lui il continue quoi. Il regarde pas la loi qui a changé, il continue à m'attaquer. Là, je suis mis en examen et ça va finir par un procès. Chaque fois qu'on fait un procès et qu'on gagne, il fait appel. Mais après, c'est pour ça que j'étais relaxé. C'est que d'un côté, on a un procureur qui me met en garde à vue, qui fait des perquisitions, qui m'emmène en procès, etc. Et puis un juge qui, lui, est indépendant, dit bah non, donc relax. Et c'est juste la question qu'on a à se poser, c'est comment on peut se défendre d'un procureur qui peut agir comme ça, juste par idéologie. Alors, plusieurs fois dans ton livre, on te voit douter. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà hésité à ouvrir ta porte ? J'ai du mal à l'ouvrir ma porte parce qu'elle marche pas bien. En fait, j'ai une poignée, j'ai une poignée qui est cassée et bon. Et c'est le seul problème pour ouvrir ma porte, c'est des problèmes mécaniques. Mais j'aime bien être tranquille comme tout le monde, je crois, quoi. Mais après, est-ce qu'on a le choix vraiment quand il y a une nécessité? C'est un peu comme le marin, est-ce qu'il se fait plaisir en sauvant des gens dans la mer ou des naufragés, etc. C'est pas une notion de plaisir, c'est une nécessité à l'ouvrir, quoi. Après, c'est plus facile d'ouvrir sa porte que de la fermer. Et le truc, c'est que c'est vrai qu'on met le doigt dedans, c'est dur d'en sortir, parce que c'est vrai que c'est compliqué, quoi. D'héberger des gens, etc., tout le temps, machin, c'est fatigant, et voilà. Enfin, tu dis ça, mais quand même, c'est pas la majorité des Français et des Françaises ah bon, c'est vrai qui sont susceptibles. Non, mais qui ouvrent leurs portes à ces autres, à ces étrangers, aux gens qui ont besoin d'un toit, qui ont besoin de nourriture et qui ont besoin de dormir au chaud. Hein. Vous êtes une infime minorité, en fait, à faire ça. Comment tu te l'expliques ? Mais c'est pas tant une minorité que ça. Tu sais, moi, on a fait la tournée des villes et des villages en France pour accompagner le film de Michel Toesca, le film Libre. Et j'ai halluciné, quoi. Il y a énormément d'associations, il y a vraiment d'acteurs. Je crois que historiquement, la France n'a jamais été aussi solidaire que maintenant. Après, forcément, c'est pas une majorité, c'est une minorité, mais c'est une grosse minorité, quoi. Et il y a des milliers de personnes qui œuvrent tous les jours contre l'exclusion. Et on retrouve souvent les mêmes associations qui œuvrent pour les personnes dites migrantes et les SDF français, quoi. Et c'est les mêmes structures, c'est les mêmes... Et il y a énormément de solidarité en France. Okay, ça, alors, je vais prendre la question à l'envers. Genre, tu comprends ceux qui ferment leurs portes ? Ceux qui disent bah non, genre j'ai pas envie, et qui sont la majorité pour le coup, parce que ceux-là ils votent, ceux-là ils s'expriment aussi, ils sont dans l'espace public, et qui disent bah non, nous on veut pas qu'ils nous parlent, on veut pas qu'ils... Bah les gens ont peur, ouais. Bah les gens ont peur. Après, la peur qui les motive selon toi ? Bah c'est la peur est basée sur l'incompréhension et tu vois combien d'heures de médias j'ai fait, combien de temps on a passé à parler de l'immigration et combien de temps on a écouté ou entendu des personnes qui étaient en migration. Est-ce qu'on leur a déjà posé la question de quoi, comment, pourquoi ? Jamais, quoi. Ces gens qu'on n'écoute pas et qu'on écoutera dans 20 ans, je pense. Ces gens-là, il y aura forcément des mouvements qui vont naître de la gestion là, qu'il y a depuis 4-5 ans de la migration, parce qu'elle n'a jamais été aussi terrible, en fait, la gestion de la migration. Et c'est tous ces gens qu'on maltraite, etc., qui vont, pour certains d'entre eux, réussir, quoi. Et arriver à réussir, je pense que c'est pouvoir avoir l'occasion d'ouvrir sa gueule, en fait, et de pouvoir dire, bah, moi, la France, qu'est-ce qu'elle m'a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, et demander des comptes. Et après, les gens ont peur, oui, parce que on déplace la peur des gens, et c'est devenu l'excuse, c'est devenu le nouveau combat commun, quoi. C'est l'étranger, c'est lutter contre l'étranger.
Et on se sert de la migration pour pas parler de vrais problèmes. Comme en ce moment, je vois, moi j'ai arrêté d'écouter de la radio, quoi. Tu vois, avant c'était les migrants, maintenant c'est le corona, quoi. Je dis, à un moment, j'ai compris, il faut que je me lave les mains et mette mon masque, c'est bon, quoi. Ça fait 1 an qu'on me matraque avec ça, sans parler d'autres problèmes. Et la migration, ça sert à ça. C'est un écran de fumée, en fait. On parle pas du vrai problème. Comment tu te situes par rapport aux exilés que tu accueilles ou que tu croises? Parce que eux, le plus souvent, ils font que passer dans ta vie. Ils sont dans un dénuement total. Parfois, ils sont complètement perdus, sans trop de repères. Toi, tu es celui qui les aide. Est-ce que tu arrives à établir une relation d'égalité entre toi et eux? Alors, la notion d'égalité entre les personnes en migration et nous, solidaires, aidants, c'est que il n'y a pas d'égalité possible parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. C'est que moi j'ai des papiers, moi je parle la langue d'un pays, moi je peux ouvrir ma porte. Et eux ne parlent pas la langue du pays, ils connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas de maison, donc ils peuvent pas ouvrir leur porte. C'est qu'à un moment, je crois qu'il faut prendre en compte tout ça en fait, ce moment où on n'est pas égaux. Et je crois qu'après, les inégalités en France existent, hein, entre un riche et un pauvre. Les riches et pauvres ne sont pas égaux, quoi, en fait. Après, comment on travaille avec eux, chez moi, ça a été quand même pas mal autogéré. C'est pas le gentil blanc qui aide le pauvre petit noir. C'est que les gens sont venus, il y avait besoin de s'organiser dans l'urgence, de donner à manger. On s'est retrouvé à plus de 250 à la maison au même moment. Donc il a fallu s'organiser, il a fallu aussi former les gens, de leur expliquer ce que c'est que la demande d'asile, leur expliquer les procédures, etc., etc. Et ça a été fait par des gens, des migrants. Enfin, c'est des gens qui ont décidé de rester chez moi pendant un temps, quoi, et de porter main forte et d'être solidaire, en fait. La solidarité, c'est ça, c'est pas la charité. La charité, c'est l'hôpital, en fait, tu vois. Mais la solidarité, c'est travailler et œuvrer ensemble. Et je crois qu'on peut arriver à l'égalité s'il y a la fraternité et s'il y a de la liberté, que c'est liberté, égalité, fraternité, ça va ensemble et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est que l'égalité, elle va forcément avec la fraternité. Et c'est ça, en fait. C'est de donner une possibilité aux gens d'être égaux. Et ça passe par le droit, ça passe par l'accueil, ça passe par la décence, ça passe par tout ça, quoi. Alors, en ce moment, tu l'as dit, il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid, il y a aussi la montée en puissance de la xénophobie et du racisme d'État, avec des lois sécuritaires qui sont de plus en plus iniques. Il y a eu la tempête Alex. Comment vous vous en sortez dans ce contexte dans la vallée de la Roya? Alors le Covid dans la Roya, il n'existe plus beaucoup, dans le sens où on n'est pas porté là-dessus, quoi. On a la tempête Alex qui nous arrive sur la gueule, donc on a des trucs plus importants. Je dis pas que c'est pas important, mais en tout cas ça passe après. Et on a besoin de liens sociaux pour pouvoir continuer à s'organiser, etc. Donc on n'a pas du tout été confinés. En fait, on n'a pas du tout accepté le confinement ou tout ça. Et on continue à vivre. Après, la tempête Alex, c'est compliqué. C'est que, tu vois, par exemple, l'accueil des migrants, ça a été facile. C'est que les personnes en migration, ils ont besoin d'un plat de pâtes ou de riz et une tente et un duvet. Et là, on a des gens qui ont perdu une maison ou qui ont perdu la sécurité, la sensation de sécurité, qui ont peur, en fait. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, ce qui nous manque, c'est pas des duvets et des tentes quechua, hein, c'est des ponts, quoi. Et construire un pont, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est des dimensions qui sont différentes, quoi, et beaucoup plus compliquées à gérer. Et cette sensation d'exclusion, en fait, la vallée de la Roya, en ce moment, elle ressemble un peu au monde, où tu as un village qui a gardé ses accès, qui lui peut continuer à travailler, avoir une activité économique. Tu en as d'autres comme Tende qui, eux, sont bloqués, qui n'ont pas de route, ou alors qui passent par convoi, deux convois par jour, etc. Et on est sur des réalités, des vérités différentes. Il y a des privilégiés et des gens qui sont moins privilégiés. Ouais. J'ai vu que tu avais alpagué la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, sur Twitter, parce qu'elle va lancer un truc qui s'appelle les prodiges de la République pour valoriser, je cite, les actes de solidarité, de fraternité et de citoyenneté. Franchement, tu coches à peu près toutes les cases. Le gouvernement, enfin en fait, sur le papier,
on va dire, avant 2017, peut-être avant qu'il ne prenne le pouvoir, Emmanuel Macron, on n'aurait pas imaginé qu'il aurait été des plus virulents vis-à-vis des problématiques de la migration. Or, il s'avère que la violence que toi, tu as subie en tant qu'aidant, en tant que solidaire, comme tu dis, elle a fait qu'augmenter, en fait, même avec Macron. Du coup, est-ce que tu es déçu, dans une certaine mesure, d'Emmanuel Macron, ou est-ce que t'en as rien à foutre, il est trop loin, de toute façon, il ne te passera jamais un coup de fil Enfin, il y a des gens qui t'appellent, par exemple, de, je sais pas moi, de La République En Marche, ou de... Non, j'ai pas de lien avec la République En Marche. Mais moi, j'aimerais bien. Ouais, parce que c'est quand même des gens qui sont au pouvoir et c'est quand même important de pouvoir être influent dans le pouvoir. Et sinon, Macron, est-ce qu'il m'a déçu ou pas Non. Mais tu sais, mon père était vendeur, il était représentant, il vendait des produits d'entretien. Donc je connais un peu ce milieu de vendeurs, etc. Et Macron, un peu, c'est le VRP du néolibéralisme, en fait. C'est pas le président des Français, c'est pas vrai. C'est le président voilà, du néolibéralisme et c'est ce qu'il défend. Et il le fait bien, hein, franchement, il est fort. Hein. Il est super fort, il parle bien, il sait mettre en confiance, il sait mettre en doute, il sait alimenter les peurs, il est jeune, mais il est super fort. Donc, confiance, j'ai absolument pas confiance en lui parce qu'on défend pas du tout les mêmes choses. Et ouais. En fait, comment tu situes ton combat pour en l'espèce cette solidarité avec les personnes exilées et la politique, en fait? Est-ce que tu le places dans une espèce d'architecture un peu plus globale de changement du monde? Je sais notamment que tu le relis à la question de la nature et à la question, notamment à la question agricole. Est-ce que pour toi, ça fait partie d'un tout que tu penses ou est-ce que c'est des choses qui sont complètement différentes La solidarité, enfin, je sais pas quoi en penser en tout cas, hein, mais sur cet élan de fraternité, c'est qu'ils sont obligés, tout politique est obligé d'en avoir un minimum. Le Front National aussi dit qu'il en a un minimum. Tous les partis disent parce que sinon tu passes pas, quoi. En fait, c'est pas entendable. Et après, c'est sûr que Schiappa parle de la solidarité, de fraternité, etc. Alors qu'en même temps, on est des dizaines de militants à être passés en procès, avoir été condamnés, etc. et avoir été en garde à vue. Donc il y a quand même de monde. Elle a dit ça naïvement peut-être, mais en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une utilité du pauvre, en fait, que le pauvre est un peu l'indice le curseur de la richesse, tu vois ce que je veux dire? C'est que pour créer une richesse sur une monnaie, il faut qu'il y ait des pauvres, quoi. Enfin, du coup, ça marche pas. Mais je crois qu'ils nous méprisent plus que ça, quoi. Mais jusqu'à quand, jusqu'à quel moment il va pas y avoir d'action sociale vraiment d'ampleur, quoi. Et jusqu'où la pauvreté va se laisser marcher dessus. Tu vois, on n'arrête pas. Enfin, toutes les lois sont restrictives pour les pauvres, en fait. Et les pauvres s'en prennent plein la gueule, quoi. Et il n'y a jamais eu autant de richesse que maintenant. Quand on nous parle de crise, il n'y a jamais eu autant de milliardaires que maintenant. Et il n'y a jamais eu aussi autant de pauvres que maintenant. Et en arriver jusque-là, on se fout de notre gueule, en fait, hein, très clairement. C'est que d'en arriver à une société qui est quand même ultra évoluée, tu vois, la 5G, nous on n'a même pas la 3G à la maison, mais bon, 5G, tous ces avancées, que ce soit médicales, que ce soit technique, que ce soit... Et c'est au service de qui? C'est pas au service de l'homme, c'est pas vrai. On n'a pas inventé des machines pour moins travailler. On a inventé des machines pour nous concurrencer, on a inventé des machines pour faire de l'argent, quoi. Après, on est plus confortable qu'il y a 200 ans, bien sûr, quoi. Mais les précaires existeront toujours et les gens oubliés existeront toujours, quoi. Donc, avoir confiance en cette dynamique politique pour lutter en faveur des précaires, moi, j'y crois pas, quoi. Moi, je pense plus à cette politique citoyenne, la politique associative qui est énorme. C'est énorme, les associations qu'il y a en France, quoi. Moi, j'ai plus confiance en ça que donner mon pouvoir à un pouvoir voilà, de parti politique, quoi. Moi, je suis plus dans la politique de terrain, même politique gauche, de quartier. La gauche, ça t'intéresse pas? Parce que non, c'est pas que la gauche, ça m'intéresse pas. C'est la gauche, ça m'intéresse pas à moi et à mes actions. Et moi, la gauche, on a... Enfin...
Je me rappelle en 2016-2017, parce qu'il y a une crise d'immigration réelle, hein, là on est retombé sur des chiffres normaux, on va dire, mais 2016-2017, il n'y avait personne. Hein. On était là, oh les gars, et il n'y a personne qui s'emparait de ce discours-là, alors qu'il y avait vraiment le devoir de la gauche de se positionner, de discuter et de réfléchir. Il y a un besoin de réflexion, de dire bon, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, c'est quoi notre discours, comment on travaille, et on ne peut pas tout savoir en fait. Après, je veux bien que un Parisien, j'ai rien contre les Parisiens, mais vous connaissez pas la frontière en fait. Moi je la connais. Je viens à la maison, on en discute et je t'explique mon point de vue, pourquoi, quoi, comment. C'est une connerie de dire fermons les frontières dans l'espace Schengen. Et après ça peut être un automatisme de facilité, de dire bon, il y a un problème, on va arrêter le problème et on va mettre une frontière. Je dis, mais viens voir à quoi ça ressemble les frontières. On se balade dans la montagne, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et que c'est débile de dire maintenant, c'est stupide de dire fermons les frontières dans l'espace Schengen. C'est complètement irresponsable, bête et contre-productif. Mais donc ce discours de la gauche qui est inexistant, tu dis qu'ils sont pas venus te chercher. Toi, t'es allé les voir? Non, mais après c'est plus facile d'avoir un paysan que d'aller voir un député. Moi, je ne sais pas aller les voir. C'est l'accès aussi à la politique, quoi. C'est est-ce qu'on les a ou pas, quoi. Après, il y a non pas personne aussi qui, sans je me faire engueuler, mais il y a quand même pas mal de députés qui sont venus voir ce qui se passait, etc. Mais ce qu'il y avait besoin, c'est pas juste d'aller discuter au niveau des associatifs, c'est une discussion publique. Moi, je comprends pas que, par exemple, la télé publique et la radio publique, hein, qui sont au service public, non pas au service de l'État ou du gouvernement, même si ça se posait des questions, pourquoi il n'y a pas à 20h30 en prime time une discussion, un débat, pas un débat où on s'écharpe, où on s'insulte, où on réfléchit pragmatiquement à comment gérer la migration. Entre autres, il y a encore plein de sujets que la migration. Hein. Il y a eu des documentaires, il y a eu un documentaire notamment sur France 2, je crois, sur l'immigration qui a fait 3 ou 4, c'était en prime time. Histoire d'une nation, ça s'appelle. Non, mais sur les discours, enfin, il y a un moment, je pense que les gens qui sont contre la migration, parce qu'en fait, il y a une lecture binaire de la gestion migratoire, c'est que soit t'es pour, soit t'es contre. En fait, c'est tout, quoi. Et à un moment, il y a des gens entre les deux. Tu vois, il y a des gens entre les deux qui sont contre la migration, mais qui sont pas pour faire du mal aux personnes tu vois, qui sont en migration. Des gens qui sont d'accord pour aller noyer des migrants dans la Méditerranée, à part un sociopathe ou un préfet, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave d'organiser ça, quoi, quand même. Hein. Et je pense que les Français sont pas contre la migration, ils sont contre des effets négatifs de la migration, dus à une mauvaise gestion de la migration. C'est qu'à un moment, si on précarise les gens comme on est en train de le faire, forcément, ça va emmener à la violence, à de la délinquance, forcément. C'est obligé. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté que la migration se passe mal, qu'il y a une volonté de dire, regardez, attention, les migrants vont voler votre travail. Je discutais la dernière fois avec un ouvrier, le mec dit, ouais, ils viennent voler notre travail. Chez toi, t'as peur qu'un mec qui parle pas le français, qui connaisse pas ton métier, te vole ton travail. Il y a moins si un Soudanais qui parle pas français et qui connaît rien, je sais pas moi, au terrassement ou je sais pas, qui vole ton job. Arrête un peu, et confiance dans tes capacités, et confiance en toi, quoi. Dire, t'as un travail, tu sais le faire, et il n'y a pas de raison qu'on te le vole. Et je me rappelle aussi, il y a un boulanger qui me disait, oui, quand même, Cédric, mais on peut pas accueillir tout le monde et tout. Et nous, la Vallée-de-la-Roya, on est une vallée très pauvre. Et je lui disais, mais et du coup, toi, si dans Breil, t'as une famille de plus, tu serais contre ou tu serais pour? Une famille de plus, c'est des clés en plus, hein, pour acheter du pain. Elle dit, ah oui, non, mais c'est pas pareil. Je sais pas, c'est ça aussi, c'est que des gens consomment aussi et consomment beaucoup plus localement que nous. Et les 10 migrants, ils vont pas sur Amazon pour acheter des bouquins, quoi. Hein. Ils vont dans des librairies, ils vont pas acheter chez Picard du surgelé, ils vont dans une boulangerie et ils consomment. Et en fait, le pauvre, parce que les immigrés font partie des pauvres, ils sont des pauvres, consomment localement, quoi, aussi, quoi. Ils envoient de l'argent au pays, bah, tant mieux, quoi. Il y a une espèce de dynamique de lien entre les pays, et ce qui a fait aussi que la France est en lien avec des pays étrangers, quoi. C'est le lien entre la France et les pays étrangers, c'est grâce aussi à l'immigration, quoi. Et après, c'est comment trouver des idées politiques, un programme politique qui soit pragmatique et qui soit le plus positif. Parce que de dire je suis contre la migration, je ferme les frontières, que les gens rentrent quand même, ça sert à rien en fait. Et que dire oui, mais j'ai fermé les frontières, ils devaient ne pas passer. Ouais, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est impossible à fermer les frontières. Mais si je reviens, pour terminer sur la question de la gauche,
comment tu t'expliques en fait que en 2010, en 2016, en 2017, alors même en plus qu'il y avait une élection présidentielle et que c'était le moment en fait de proposer aux Français et aux Françaises un discours puissant sur la question des migrations, comment ça se fait que ça n'a pas été fait? Pourquoi ils se sont pas saisis pourquoi ils se sont pas saisis de ce sujet qui est en plus hyper important? On le sait tous, tout le monde est au courant. Et pourquoi toujours maintenant, en fait, on a toujours du mal en fait à avoir des discours qui aillent en fait dans le sens de ce que tu dis dans ton bouquin. Tu sais, quand il y a un enfant qui pleure, là, au lieu, avant de les raisonner par la parole, lui dire non, tu sais, pourquoi tu pleures, les caprices, c'est pas bien, mais pourquoi, attends, je t'écoute, pourquoi tu... D'avoir cette notion d'éducation pédagogique, etc., ça va être beaucoup plus long que lui mettre un smartphone entre les mains et de lui faire regarder un dessin animé. Et la gauche, c'est ça maintenant, en fait. C'est qu'au lieu d'expliquer, de comprendre et d'échanger, donc d'apprendre, et on appelle ça l'éducation populaire, et de défendre des idées par des idées, quoi. Et c'est qu'on finit à faire des trucs, des circuits simples, parce que la volonté, elle n'est pas de porter des idées, la volonté, elle est d'être éligible, donc électoraliste, et dans un monde qui est dominé par un ultralibéralisme. Et à force de se morfondre dans un monde ultralibéraliste en disant « oui, mais on est obligé de dire ça comme ça, parce que les gens ils vont pas comprendre, etc. » on finit par lui ressembler. Et le problème, c'est que la gauche se fait polluer par ce ultralibéralisme. On voit les écolos là, qui ont un discours ultralibéral alors que c'est ce libéralisme qui est en train de niquer la planète. Je veux dire, non, tu peux pas continuer à consommer et être écolo, c'est pas possible, ça ne marche pas. Non, et on est dans ce monde où on est éduqué par des idées ultralibérales, on est bercé par des idées ultralibérales, les pubs, tout est alimenté par ça. Et si on veut être à la tête de ça, bah, il faut lui ressembler. Et du coup, on perd du débat idéologique parce qu'on a peur de perdre. Mais à un moment, il faudrait dire à la gauche, de toute façon, on a perdu, on fait que ça perdre, on sait faire perdre. Donc on continue à perdre, mais c'est pas grave. Et l'idée, c'est de défendre des idées. Et le but de la gestion politique, c'est de défendre des idées. Et c'est pas de défendre un pouvoir. C'est pas d'être au pouvoir, c'est de défendre des idées. Et si elles font pas l'unanimité, tant pis, vive la démocratie, et on passe pas. Et puis tant pis, quoi. Mais il y a un moment où on va pas ressembler aux autres C'est un peu comme la lutte contre le Front National. Pour lutter contre le Front National, on commence à appliquer ses idées. Et pour pas qu'il passe, très bien, bravo, quoi. Et non, mais tant pis. Enfin, ouais, moi je suis déçu par la gauche et je fais partie de ceux qui se disent, qui ont plus envie d'aller voter, qui se posent la question depuis longtemps, est-ce qu'il faut y aller encore ou pas, et je me force à chaque fois de voter par dépit, parce qu'il me gonfle en fait, tu vois, il me gonfle, et voilà, et en plus avec ce corona, on n'a même plus le droit d'aller voir des films ensemble, de débattre, de discuter, etc. C'est que ça va être de pire en pire, quoi. Pour ça, tu vois, moi je suis dans la Roya, je fais mon petit truc, ma petite communauté avec 10 personnes, on plante nos patates, on fait notre huile d'olive, et puis fuck le monde, tant pis pour eux, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Et si le monde doit être coupé de la Roya, tant pis pour le monde, hein. Bon, on te souhaite quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que c'est aussi ce dont tu parles dans ton bouquin, de toutes les joies en fait que t'apportent tes luttes. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi.